Bien, bonjour aux derniers survivants. Donc, moi, je suis Benoît Gélin, je suis maître de conférence à Aix-Marseille Université, au laboratoire IMBE, qui s'intéresse principalement au milieu méditerranéen. Et j'interviens aussi aujourd'hui sous la bannière de l'Observatoire des abeilles, dont je reparlerai un petit peu en fin de présentation. Aujourd'hui, donc, ce que je vais vous présenter, on va changer un petit peu de milieu. On a beaucoup parlé de milieu agricole aujourd'hui. On a survolé un petit peu les milieux naturels, mais il y a un milieu dont on ne parle pas beaucoup en écologie. Très souvent, les écologues ont un peu oublié de s'y intéresser. C'est tout simplement le milieu urbain, et pourtant c'est un milieu qu'on fréquente tous les jours, et dans lequel la plupart d'entre nous vivent aujourd'hui, et dans lequel on côtoie, sans le savoir parfois, une certaine nature, une certaine biodiversité, qui est aussi intéressante à préserver, on va le voir. Est-ce que ça marche, mon histoire ? Comment on fait pour passer? Ah, c'est l'autre? Ah oui, d'accord, c'est le petit. Voilà. Bon, je vais... Ok. Je vais pas repasser sur... si ça veut bien marcher, ça marche ou pas? Ouais. Je vais pas repasser sur la diversité des abeilles. On a tous nos chiffres. Il faut quand même retenir qu'il y a environ entre 960 et 980 espèces d'abeilles en France. Et que parmi ces 960 à 980 espèces, il n'y en a qu'une seule qui est domestique, qui est Apis mellifera. Toutes les autres sont des abeilles sauvages. En Europe, on est entre 2000 et 3000 espèces. Il y a environ 10% de ces espèces qui sont menacées et 24% des espèces, comme l'a dit Mathilde tout à l'heure, qui également sont menacées. Alors ça, c'est la cartographie des espèces, de la richesse spécifique d'abeilles en Europe produite par la publication Nieto et al. Pour l'IUCN, pour la liste rouge européenne des abeilles, pour l'IUCN. Et on voit sur cette cartographie donc que les milieux méditerranéens sont particulièrement riches en abeilles sauvages. Ce qui est très rigolo, c'est de voir que Paris semble, par rapport au reste de la France, très riche en abeilles sauvages, alors que Marseille, là d'où je suis aujourd'hui, semble très pauvre en abeilles sauvages. C'est bien évidemment un biais d'expérimentateur. On s'est pour l'instant plus intéressé aux abeilles de Paris qu'aux abeilles de Marseille. Voici la richesse spécifique d'abeilles endémiques. On peut voir qu'elles sont principalement présentes de nouveau sur le bord méditerranéen et dans les zones de montagne, comme en Slovénie, dans les Alpes et dans les Pyrénées en France et en Espagne. Et voici les espèces menacées qui sont évidemment superposées aux espèces endémiques la plupart du temps. Donc les principaux risques, les principales causes du déclin qu'on observe actuellement des abeilles sauvages à travers le monde sont principalement la perte d'habitat via l'intensification de l'agriculture et l'urbanisation et via également l'utilisation d'intrants. Vincent Tardieu vient de nous en faire la démonstration. On pourrait y revenir dans les questions par la suite. En France, on a 3/4 de la population qui vit en ville, et ce qui représente à peu près 20% de l'espace français. Entre 2006 et 2012, il y a 1,2% du territoire français qui, à son tour, a été coulé sous le béton, ce qui représente 87 000 hectares par an. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la principale cause de perte d'habitat aujourd'hui en France. Ce n'est plus l'intensification agricole, c'est l'urbanisation. L'urbanisation se fait à 87% d'ailleurs sur des anciennes terres agricoles, qui sont transformées en villes ou en périurbanisation. Et il faut savoir que quand la population d'une ville augmente de X%, l'emprise au sol augmente de 2X%. Seulement la vitesse d'urbanisation commence à se réduire. Il y a notamment des plans qui sont effectués pour essayer de densifier les villes et d'enrayer petit à petit l'étalement urbain, même si on est évidemment, on n'en est pas encore là. Donc est-ce que pour autant la ville est une zone morte pour la biodiversité? Pendant longtemps, ça a été considéré comme tel, c'est-à-dire qu'on pensait que dans les villes, il n'y avait plus rien.
et qu'elles étaient une zone morte pour la biodiversité, et à bien des égards, elles l'est toujours. Mais pourtant, il y a encore quelques espèces qui subsistent en ville. Pour faire un petit historique des parcs et jardins dans les villes, historiquement, on ne s'occupait pas trop des parcs et jardins dans nos cœurs urbains. Ils étaient principalement l'apanage de la bourgeoisie et puis de quelques jardins privés qui étaient présents dans les cloîtres, dans les églises, etc. etc. On a l'exemple du jardin des Tuileries qui date du XVIe siècle, qui était dessiné par le nôtre. Petit à petit, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, on a commencé à introduire de nouveaux espaces sauvages dans la ville, principalement pour amener les animaux extraordinaires des colonies, pour les montrer à la bourgeoisie. Et c'était dans cette période-là qu'on a construit les grandes serres. La grande ménagerie du Jardin des Plantes, c'était ce qu'on pourrait appeler l'environnement spectacle. C'est également le cas, puisqu'on on reparlera de Lyon tout à l'heure, du parc de la Tête d'Or à Lyon qui a été construit par les frères Buller, et c'est un peu dans cette idée également d'environnement spectacle. Par la suite, on a eu l'installation, ou en tout cas l'achat par les villes, notamment par la ville de Paris, de grands parcs pour limiter l'étalement urbain, justement pour délimiter les villes. Et ces grands parcs sont par exemple le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, etc. etc. Au XXe siècle, on avait de plus en plus besoin d'une petite nature de proximité pour sortir les enfants. C'était vraiment une demande des citoyens à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir sortir tout près de chez soi, puisque les villes commençaient à être de plus en plus grandes, pour avoir un petit parc, un petit endroit où pique-niquer ou sortir ses enfants. Et c'est qu'au final, depuis très récemment, on pourrait dire la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, qu'on a eu envie une demande en tout cas très forte des citoyens de réensauvagiser la ville. Ça, c'est un petit néologisme que je ne sais pas si c'est moi qui l'invente ou si... en tout cas, les gens ont eu envie, voilà, d'installer des jardins partagés dans les villes, de laisser une certaine biodiversité s'exprimer. C'est notamment le parc du 26e centenaire à Marseille. C'est également le cas du jardin des Grands Moulins à Paris. Certains d'entre vous y sont peut-être déjà passés, qui date de 2009 et qui est vraiment dans cet esprit-là, de laisser de la nature en friche et de laisser un peu de biodiversité revenir à l'intérieur des villes. Pour autant, la question qu'on peut se poser vis-à-vis de nos petites bêtes, nos petits pollinisateurs, c'est est-ce que la ville est un refuge pour les pollinisateurs ? Je pense que c'est une ancienne que vous devez entendre régulièrement dans la presse, qui est c'est génial, on a eu des récoltes de miel absolument hallucinantes dans la ville, on vend le miel de béton, etc. Puis la ville est un refuge pour les pollinisateurs justement parce qu'il n'y a pas de pesticides. C'est vrai que la ville de Paris adopte depuis plusieurs années le plan Zéro Phyto qui indique que tous les parcs et jardins de la ville de Paris ne sont pas traités avec des pesticides. Donc effectivement, ça a été un des arguments en faveur du fait que finalement, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que la ville ne serait pas un refuge pour les pollinisateurs ? C'est ce qu'on va finalement essayer de comprendre aujourd'hui. Il commence à y avoir de nombreuses études sur l'effet de l'urbanisation sur les insectes pollinisateurs. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, en science, remonter dans le temps. On ne peut pas savoir quels sont les pollinisateurs qui étaient là avant la construction d'une ville. Donc notre manière à nous de connaître l'effet de l'urbanisation, c'est de réaliser des gradients, de partir d'un milieu naturel pour rentrer en ville et comparer les populations des milieux naturels avec les populations des cœurs urbains. Donc c'est ce qui a été fait à Birmingham, qui a été publié par Adam Bates et qui a échantillonné la population d'abeilles et de cirfes entre les milieux ruraux, suburbains et urbains. Et ce qu'il voit, c'est qu'aussi bien pour l'abondance du total de ces espèces que pour leur richesse spécifique, on a une diminution significative entre les zones rurales et les zones urbaines. C'est-à-dire qu'on a une plus faible abondance d'abeilles et de cirfes cumulés et une plus faible richesse spécifique d'abeilles et de cirfes cumulés dans les milieux urbains comparés aux milieux ruraux. Ça a été fait également à Stockholm par Karina Arne qui a, elle, montré une diminution de la richesse spécifique de bourdons le long d'un gradient d'urbanisation sans pour autant montrer une diminution de l'abondance de ces bourdons, uniquement une diminution de l'abondance de leur richesse spécifique. Et puis, il y a eu un gros travail, que je vous avais dit qu'on reparlerait de Lyon, qui a été fait à Lyon dans le cadre du programme Urban Bee, et qui, là, encore de nouveau, en comparant des sites urbanisés à des sites à l'extérieur de l'agglomération lyonnaise, ont trouvé une diminution de l'abondance
d'abeilles sauvages, mais par contre, vous voyez qu'il n'y a pas de diminution de la richesse spécifique. On a au contraire une richesse spécifique qui est maximum dans les milieux périurbains, c'est-à-dire dans les zones avec des maisons, des jardins un petit peu gérés par la population, etc. Donc dans de l'urbain un peu moins dense. Et à l'autre bout de l'échelle, on a également ici aux États-Unis à Berkeley une étude qui a montré qu'il n'y avait aucun effet, aucune différence entre les milieux ruraux et urbains sur la richesse spécifique. Enfin, là, c'est pas la richesse spécifique, c'est le nombre de visiteurs, la fréquence de visite des abeilles sauvages entre les milieux urbains et ruraux, que ce soit pour l'abondance des visites ou la richesse spécifique des pollinateurs qui visitaient les fleurs. Donc vous voyez qu'on a quand même des résultats contrastés. On a soit des résultats qui ont montré une totale diminution à la fois de l'abondance et de la richesse, soit au contraire, on a des résultats comme cette étude-là qui montrent aucune différence ni d'abondance ni de richesse. Et donc on peut se poser la question pourquoi, et c'est pourquoi nous aussi, pendant ma thèse, on a mené notre petite étude le long d'un gradient d'urbanisation dans la région parisienne. On a échantillonné sur 12 sites l'abondance et la richesse spécifique d'abeilles sauvages. On avait matérialisé ce gradient d'urbanisation. Comment? On avait analysé à l'échelle du paysage la proportion de surfaces imperméables à une échelle de 500 mètres. Les surfaces imperméables comprenaient les bâtis, les parkings, les routes, tout ce qui était bétonné. C'est ça ce qu'on appelle surface imperméable. Et vous voyez qu'on a un gradient d'augmentation des surfaces imperméables jusqu'à un taux de surface imperméable de 50% à l'échelle du paysage. On a capturé à l'aide de coupelles colorées nos petites abeilles solitaires. On a capturé plus d'un millier d'individus, environ 74 espèces parmi les 6 familles. Et ce qu'on observe le long de ce gradient de surface imperméable, on observe une diminution significative de l'abondance et de la richesse spécifique d'abeilles dans la région parisienne. Pour autant, la question qu'on peut... Ah oui, j'ai oublié de dire ça. On observe particulièrement quoi? On observe particulièrement une diminution de la richesse spécifique des abeilles terricoles qui nichent dans le sol, ce qui paraît relativement congruent avec la proportion de surface imperméable, mais encore fallait-il le montrer. On peut se poser la question par la suite de l'impact de la disparition de ces espèces sur le réseau d'interaction plantes-pollinisateurs. Est-ce que le fait qu'on ait moins d'abeilles, finalement, ça va directement impacter les communautés végétales? Et pour ça, on a également réalisé une expérience dans laquelle on avait implanté sur ce même gradient d'urbanisation 5 plantes de 5 espèces dans des patchs floraux qu'on a laissés fleurir, et on a observé tout simplement les interactions entre la faune pollinisatrice sauvage et nos communautés expérimentales de fleurs, dans lesquelles on a noté toutes nos expérimentations. Ça nous a permis de construire des réseaux d'interaction, d'analyser ces réseaux d'interaction. Je ne vais pas rentrer dans les détails spécifiques des résultats, mais si vous voulez, vous pourrez lire la publication, juste pour vous indiquer qu'on a eu une diminution significative du nombre d'interactions entre les paysages ici semi-naturels et les paysages urbains. Donc beaucoup moins d'interactions, et ça se matérialisait principalement sur quelles espèces? Finalement, ça se matérialisait sur les espèces. Vous vous souvenez, hier, pour ceux qui étaient là, Colin vous avez montré un réseau d'interaction, Colin Fontaine, entre les fleurs à corolle plus en tube et les fleurs à corolle plus ouvertes. Et nous, ici, on avait vraiment un déclin des pollinisateurs qui visitaient, des interactions entre les pollinisateurs et les fleurs à corolle plus ouverte, dont les ressources sont plus facilement accessibles par les pollinisateurs à langue courte, tout du moins. Et on peut se poser la question si finalement ces abeilles terricoles, c'est pas celles qu'on a vu, c'était celles qui diminuaient le plus, si c'était pas elles qui principalement rentrent en interaction avec ces fleurs à corolle plus ouverte. Pour autant, ce que nous a raconté Colin hier, vous vous souvenez bien, c'était que dans ce cas-là, les bourdons, s'ils sont tout seuls dans une zone où il y a à la fois des fleurs à corolle ouverte et des fleurs à corolle en tube, ça n'était pas très impactant sur le succès reproducteur des fleurs à corolle ouverte. Mais il nous avait également prévenu que c'était le cas s'il y avait suffisamment de bourdons et si il y avait un intérêt pour eux à aller vraiment sur les fleurs à corolle ouverte. Cependant, dans notre cas, les bourdons ne se sont pas reportés sur les fleurs à corolle ouverte quand les pollinisateurs à langue courte disparaissaient. C'est-à-dire que même si fonctionnellement parlant, ils sont capables de visiter les 2 groupes fonctionnels de plantes, ils ne se reportaient pas sur les fleurs à corolle ouverte parce que tout simplement, il y avait une disponibilité trop importante des fleurs à corolle plus profonde, et ce qui nous a donné un succès reproducteur plus faible, donc une disparition potentielle pour les fleurs à corolle ouverte
dans les fleurs sauvages, hein, dans les zones urbaines. Donc en tout cas, pour ce qui est de notre ville, pour ce qui est de notre gradient d'urbanisation à nous, c'est très... en tout cas, on a vraiment mis très clairement en évidence une diminution de l'abondance, de la richesse spécifique et des interactions. Alors pourquoi est-ce qu'on a autant de différences entre Lyon? Pourquoi est-ce qu'on a autant de différences avec d'autres cités comme Beckerley que je vous ai présenté tout à l'heure? Eh ben, on va essayer de comprendre ça par la suite. Donc qui sont nos pollinisateurs urbains et comment les en protéger? Ça, c'est une petite publi qu'on vient de sortir la semaine dernière avec Isabelle Dajose, et sur laquelle on a échantillonné dans les parcs urbains de Paris, et Bernard Vessière qui est là ce soir, qu'il faut quand même que je cite. On a échantillonné dans les parcs urbains la richesse spécifique, dans les parcs urbains de Paris, hein, la richesse spécifique d'abeilles. On a quand même trouvé 44 espèces dans ces parcs urbains. Alors vous allez me dire, 44 espèces sur les 960 et quelques de la faune française, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 5%, et puis c'est quand même 44 espèces, donc il y a quand même une certaine biodiversité. Et quand on regarde, et en plus c'est pas la seule étude qu'il y a eu sur les abeilles à Paris, si on les cumule toutes, entre toutes les études sur les abeilles à Paris, ça c'est une estimation personnelle, je suis à peu près sûr qu'on arriverait à une centaine d'espèces dans Paris intramuros, d'abeilles sauvages. Mais c'est pas le seul cas, Paris n'est pas la seule ville dans cette situation. Quand on regarde à Poznan, les études ont montré environ 104 espèces. En Californie, dans une ville, 110 espèces. Si on prend toutes les abeilles de la métropole de Lyon dans le cadre Urban Bee, c'est 291 espèces, jusqu'à 60 espèces dans le site le plus urbanisé, avec quand même jusqu'à 90% de surface imperméable, et on trouvait quand même 60 espèces. Ici, donc, dans cette étude, 44, à New York, 54, à Phoenix, 54, etc., etc., etc. Donc vous voyez que dans tous les cœurs urbains des plus grandes villes du monde, on trouve quand même une certaine biodiversité d'abeilles sauvages. Quelles sont ces abeilles sauvages? Ces abeilles sauvages sont principalement des petites espèces comme les Lasioglossum qui sont polylectiques, qui sont capables de visiter plusieurs espèces, qui ne sont pas spécialistes. Les espèces coucous, qui s'appellent les espèces parasites, comme a présenté David Genoux hier matin, semblent, elles, très impactées par l'urbanisation, sont très peu présentes en ville. Et donc on a ici des espèces qui sont généralement grégaires et qui sont polylectiques, qui sont très généralistes dans leur comportement de butinage. Et puis, qu'est-ce qui va favoriser vraiment les espèces d'abeilles sauvages en ville? Eh bien, il semble que ce soit la présence de plantes natives qui a un très fort impact positif sur la présence d'abeilles sauvages en ville. Et ça, c'est peut-être ce qui explique les différences qu'on a entre des villes comme Lyon, Paris, etc. C'est peut-être Lyon, par exemple, ils ont fait un très grand effort sur la revégétalisation des cours du Rhône, sur l'installation de jardins, de réensauvagélisation de la ville, etc., etc. Ça explique peut-être pourquoi on a ces différences, en partie du moins. Donc la présence de fleurs natives semble être un élément très important. Et puis, ce qui commence à émerger dans la littérature, ce qui demeure pour autant à être testé, il y a pour l'instant 2 publis à ma connaissance qui ont été publiés sur l'impact des structures humaines, sur des impacts positifs des structures humaines sur la pollinisation. C'est de nouveau un travail de Laura Fortel et de Bernard Vessière et Hugues aussi qui est là-haut, qui montre que finalement l'installation d'hôtels à insectes dans les villes peut également permettre la réinstallation de quelques espèces d'abeilles sauvages. Et alors, il y a quelques semaines, Paris a lancé un grand chantier pour se mobiliser pour les abeilles. Donc on pensait tous enfin moi en tout cas je pensais qu'il y allait avoir un grand geste en faveur des abeilles sauvages. Il se trouve que les processus de sauvegarde des abeilles sauvages en ville sont très mal alimentés et que la plupart du temps, on se focalise sur l'abeille domestique. Depuis que l'UNAF a lancé sa politique, enfin la campagne de pub Abeilles sentinelles de l'environnement, ça a quand même très percolé dans la société civile, et il se trouve que tout le monde s'est emparé de ce message pour dire que la Apis mellifera, c'était un sentinelle de l'environnement. Mais je rappelle qu'Apis mellifera, c'est une espèce. C'est une espèce qui en plus a des propriétés très particulières. Apis mellifera, c'est pas la biodiversité. La biodiversité, c'est les 900 et quelques autres espèces d'abeilles sauvages. Donc c'est exactement ce que je viens de dire, c'est une des 962 et quelques abeilles sauvages de la faune. Et en plus, on peut se poser la question de l'impact de l'introduction massive d'abeilles domestiques dans des milieux fragiles comme le sont les milieux urbains, sur les réseaux d'interaction de plantes pollinisateurs et sur la faune sauvage. Alors attention,
je tiens tout de suite à le préciser, on n'est pas ici, ça c'est un article qu'a écrit Bernard, vers une nouvelle guerre des abeilles. Il y a évidemment énormément de choses qui impactent les abeilles sauvages également et vice-versa, qui impactent l'abeille domestique, qui impactent les abeilles sauvages également. On vient de parler des pesticides et tu as cité l'exemple de la Suède où c'est vrai que, par exemple, que Georg Andersson, il a très clairement montré l'impact négatif des pesticides sur les abeilles sauvages. Donc on est exactement devant les mêmes problématiques face aux pesticides, les abeilles sauvages et les abeilles domestiques. Il ne faut absolument pas me faire dire le contraire. Seulement, la seule chose que je dis, c'est que les abeilles domestiques, elles sont très 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 utiles dans la pollinisation de nos cultures, notamment dans la pollinisation des cultures à floraison massive et des vergers. Ça, Bernard l'a très bien expliqué tout à l'heure. Moi, pour l'anecdote, j'ai fait mon postdoc en Argentine sur la pollinisation chez Luca Garibaldi, sur la pollinisation du pommier. Et il se trouve qu'en Argentine, les paysages sont tellement simplifiés avec une utilisation tellement démesurée de pesticides, parce qu'il y a beaucoup moins de réglementation qu'ici, qu'il n'y a absolument plus aucune biodiversité dans les champs. On est face à des champs qui sont morts, il n'y a pas un oiseau, il n'y a pas un crapaud, il n'y a rien, et il n'y a pas une abeille sauvage, il n'y a rien. Donc la pollinisation se repose exclusivement sur les abeilles domestiques. Et puis évidemment, les abeilles domestiques sont également très utiles dans la production de miel. Donc ça, c'était en préambule. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les abeilles domestiques ont une dynamique de population différente des abeilles sauvages. Elles produisent jusqu'à 50 000 individus dans une colonie. Alors que les abeilles sauvages, on le rappelle, produisent jusqu'à peuvent remplir jusqu'à, c'est David qui le montrait hier, vont remplir 2 loges maximum par jour pour nourrir leur descendance. Donc il va y avoir plusieurs dizaines de femelles, grand max, qui vont être produites. Donc 50 000 face à plusieurs dizaines, c'est énorme. Il peut y avoir des transmissions de parasites entre les abeilles sauvages et les abeilles domestiques, qui vont affecter également les populations d'abeilles sauvages. Et puis il va surtout y avoir de la compétition pour les ressources. L'antidiamanchette, par exemple, l'antidium doit visiter 1000 fleurs pour pouvoir nourrir son couvain. Une ruche d'abeilles domestiques, c'est entre 80 et 200 millions de visites florales pour nourrir toute la colonie. Donc vous voyez un peu la différence de poids dans l'accaparement des ressources en pollen. Ça peut également perturber les communautés florales. Il se trouve que les abeilles domestiques vont avoir une préférence, peuvent avoir des préférences pour certaines abeilles, pour certaines plantes qui sont également invasives. Par exemple, en région parisienne, les abeilles domestiques vont beaucoup visiter les lentes. Les lentes, qui est une espèce invasive en région Île-de-France, notamment dans la forêt de Fontainebleau, et ça va permettre de faire progresser le front d'invasion de cette plante. Et puis, tout ça mis bout à bout, ça peut fragiliser les communautés de pollinisateurs sauvages. Une publication qui commence vraiment à dater maintenant, puisqu'elle a 16 ans, avait trouvé, sur des analyses relativement simples, dans une prairie fleurie, que à une densité, c'est ce chiffre-là qui est important, de 3,1 colonies d'abeilles domestiques au kilomètre carré, il n'y avait pas d'effet sur les communautés d'abeilles sauvages. Pourtant, il y a d'autres publications plus récentes qui montrent, alors ici vous avez le nombre de visites réalisées par les abeilles domestiques, et ici le nombre de visites réalisées par les abeilles sauvages, avec ou sans ajout de ruches. Ils avaient une prairie fleurie, ils ont ajouté des ruches ou ils ont enlevé des ruches. Quand on ajoute des ruches dans la prairie fleurie, ce qui paraît logique, on a plus de visites de pollinisateurs domestiques, d'Apis mellifera. Par contre, quand on ajoute des abeilles domestiques dans cette même prairie fleurie, on a moins de visites de pollinisateurs sauvages. Donc ici, on a bien une corrélation négative entre la présence d'Apis mellifera et la présence d'abeilles sauvages. De la même manière, une étude toute récente cette fois-ci montre qu'à une densité de 3,5 ruches, enfin colonies par kilomètre carré, là on a une décroissance de la fréquence de visite des pollinisateurs sauvages. Vous voyez ici que plus la distance à la colonie augmente, plus la biomasse d'abeilles sauvages capturées est importante. Donc plus on s'éloigne des ruches, plus on va trouver d'abeilles sauvages. Alors du coup, il y a 16 ans, il y avait une première publi avec
une densité de 3,1 colonies au kilomètre carré, pas d'effet. Ici, on trouve 3,5 colonies par kilomètre carré dans un parc naturel. Ici, on est dans un parc naturel en Espagne. Hein. Et là, on voit un effet négatif sur les abeilles sauvages. Paris, le programme de protection des abeilles, c'est d'introduire 700 ruches dans la capitale. La superficie de Paris, c'est de 105 km². Donc ça ferait une densité d'environ 7 colonies au kilomètre carré dans Paris intramuros. Donc je vous laisse imaginer la compétition potentielle pour mes quelques 44 espèces d'abeilles sauvages qui restent malheureusement dans Paris. D'autant plus que Paris, c'est ni un milieu naturel ni un parc. En Espagne, je rappelle qu'ils étaient dans un parc naturel. C'est au contraire une zone où il n'y a pas énormément de ressources fleuries, contrairement à un parc naturel. Pour un peu mettre plus de poids à mon discours, il y a une étude qui vient d'être lancée par Lise Repars, qui est présente ici, qu'on co-encadre en Master 2 avec Isabelle, et qui a étudié différents sites en fonction d'un gradient de densité d'abeilles domestiques dans Paris. Et ce qu'elle a montré dans ses résultats préliminaires, donc ça ce sont des résultats préliminaires, attention, c'est qu'on a une augmentation des visites d'abeilles domestiques, plus on a de ruches, plus on a de colonies, plus on a de visites d'abeilles domestiques. Par contre, de la même manière que dans notre parc naturel en Espagne, plus on a de colonies d'abeilles domestiques, moins on a de visites de pollinisateurs sauvages. Donc en conclusion, il n'est encore pas... le but, ce n'est pas de lancer une guerre des abeilles. Absolument pas, ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est juste de dire qu'il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Et quand on veut lancer des programmes de protection de la biodiversité, introduire des quantités phénoménales de ruches d'abeilles domestiques, ce n'est pas forcément la bonne solution. Il faut avoir une gestion raisonnée, se mettre d'accord avec tous les acteurs pour pouvoir déterminer des charges optimales de ruches qui contentent à la fois les producteurs de miel et une certaine image pour les villes qui veulent introduire des colonies, et à la fois qui permettent aux colonies d'abeilles sauvages de se maintenir et de continuer à prospérer dans les zones urbaines. Avant de terminer, je voudrais dire 2 mots donc, sur l'Observatoire des abeilles. L'Observatoire des abeilles regroupe des naturalistes spécialistes des abeilles sauvages. On édite depuis quelques années une revue naturaliste qui s'appelle Osmia, qui va renaître de ses cendres cette année et qui devrait voir un nouveau numéro vers fin mai. Donc j'espère que vous l'accueillerez avec grand plaisir. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je suis aussi responsable de l'organisation d'un congrès d'écologie l'année prochaine à Marseille dans le Pharo, et j'invite tous ceux qui veulent s'inscrire à ce congrès à s'inscrire dès maintenant puisqu'il reste 4 jours avant la fermeture des inscriptions. Donc voilà, rejoignez-nous. Je vous remercie. Je suis apicultrice, mais je m'intéresse aussi aux abeilles solitaires. Depuis 10 ans que je fais de l'apiculture, j'ai souvent eu l'occasion d'aller dans Paris pour des essaims d'abeilles, enfin ce que les gens pensaient être des essaims d'abeilles, ou même en banlieue parisienne dans des espaces publics, qui s'avéraient être en fait des abeilles solitaires qui nichent dans les sols. Et en fait, ce que j'ai remarqué, parce que vous posiez l'hypothèse de pourquoi on avait des abeilles, un certain nombre d'espèces d'abeilles solitaires dans les densités urbaines et notamment dans les parcs publics, une des réponses, notamment pour Paris, je l'ai eue par les services d'espaces verts et en constatant sur place l'état des sols, c'est que la ville de Paris a un gros travail avec les espaces verts pour ramener des terres agricoles de très bonne qualité. Et en fait, souvent, quand je suis intervenue, c'était des apports de sol récents de l'année, enfin de l'hiver, qui en fait amenaient en fait à l'installation très rapide de bourgades d'abeilles solitaires d'un peu tout type. Et quand, par exemple, en banlieue où on a moins cette pratique, souvent, quand on nous appelle, on s'aperçoit qu'en fait les sols sont très travaillés, il n'y a pas de phyto.
Il y a un vrai travail fait par les jardiniers pour l'entretien de ces sols, ou même par exemple pour tout ce qui est abeilles qui préfèrent les sols sableux, ou même les guêpes, parce qu'un entretien d'un sol sableux dans les espaces publics qui n'est pas traité, c'est une énorme chance pour elles en fait. S'il y a un apport de sable régulier, sinon forcément ça s'enherbe. Mais effectivement, moi ce que j'ai interprété depuis 10 ans, à chaque fois que j'intervenais, c'est que la qualité des sols était extrêmement importante et souvent c'était simplement des pratiques d'espaces verts. Voilà. Tout à fait. Alors, parmi les 900 espèces, il y a 80% qui nichent dans le sol. Il n'y en a que 20% qui nichent dans des cavités. Et plus le sol est compacté, plus ça va être difficile pour ces abeilles de nicher. Donc il faut que le sol ne soit pas... Alors le problème, c'est que dans les jardins publics, souvent, voilà, les gens piétinent, ce qui est un peu normal. Hein. Ce qui est pas mal, c'est de laisser une certaine aération au sol pour pouvoir permettre à ces abeilles de nidifier dans le sol. Hein, tout à fait. Alors oui, alors les nichoirs, effectivement, ça compte que pour 20% des abeilles, des cavity nesters. C'est pour ça que je dis que attention, ce sont des résultats préliminaires. Il n'y a que pour l'instant 2 études. Il y a une étude qui dit qu'il n'y a pas du tout d'effet, qui est parue dans PLOS ONE. Et puis il y a une étude, l'étude de Laura, qui est plutôt encourageante, qui montre que ça peut abriter quand même une certaine diversité d'espèces. Donc évidemment, ce n'est pas la panacée. Moi, je lance cette année une énorme étude à Marseille. On va introduire 150 hôtels insectes dans la ville et on espère avoir des réponses d'ici 4 ans sur est-ce que c'est un outil de conservation ou pas. Personnellement, j'en suis pas convaincu, mais on verra dans les années qui viennent. Merci. J'aurais une remarque et une question. Ma première remarque, c'est sur le fait que vous aviez dit que depuis 2012, on observait une réduction de l'urbanisation. En tout cas, ça... un ralentissement de la vitesse d'urbanisation. Voilà. Ouais. Il ne faut pas oublier que depuis 2012, on n'arrive plus à construire suffisamment de logements en France. C'est une très bonne question. Et donc, on a divisé par 2 notre production de logements. Donc, malheureusement, je pense que c'est juste un fait de la crise. C'est que quand le bâtiment repartira, l'urbanisation continuera. Mon point était sur la taille critique des parcelles pour introduire des abeilles sauvages ou de la biodiversité sauvage en ville, et notamment vis-à-vis du fait que la ville de Paris a lancé hier ou avant-hier un appel à projet qui s'appelle Pariculteur et qui veut consacrer 100 hectares d'espaces naturels nouveaux créés dans Paris. Donc ma question est, quelle est la taille minimale pour qu'on arrive justement à créer suffisamment de richesse florale pour des abeilles dont on nous a dit aujourd'hui et hier qu'elles se déplaçaient assez peu finalement, comparé aux 5 km des abeilles mellifères. Voilà, merci. Alors pour l'urbanisation, moi j'aimerais y revenir parce que c'est forcément quelque chose qu'on doit se poser. Est-ce qu'on construit des logements ? Il faut bien loger les gens. Densifier les cœurs urbains ou faire des ghettos de population, socialement parlant, c'est pas vraiment acceptable. Du coup, c'est vrai qu'il faut trouver des solutions. Trouver des solutions, c'est peut-être à nous d'inventer. On parle souvent du sparing or sharing en science, c'est-à-dire soit séparer les habitats, soit partager les habitats. C'est-à-dire continuer les activités humaines mais à faible pression, ou au contraire densifier les activités humaines en laissant des zones naturelles. C'est un débat sur lequel j'ai pas vraiment de solution toute faite. Je suis plus pour la densification personnellement, parce que je pense que continuer à grignoter du territoire, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas. On ne peut pas protéger décemment là, je présente que les abeilles, mais on pourrait parler de tous les mammifères, etc., en continuant à grignoter l'urbain. Pour les zones, ça c'est également dépendant des espèces que vous voulez avoir en ville. La majorité des espèces sauvages ont effectivement une aire de butinage qui va entre 200 et 400 mètres. C'est pour ça que j'avais choisi d'ailleurs un buffer de 500 mètres explicatif dans mon expérience, parce que ça englobe la majorité des distances de dispersion quotidiennes des pollinisateurs sauvages. Néanmoins, on pourrait penser à d'autres pollinisateurs comme le xylocope, comme les bourdons, comme certaines espèces de mégachilées, qui, elles, ont besoin de territoires vitaux beaucoup plus grands pour pouvoir accomplir leur cycle de vie. Donc tout dépend des espèces que vous voulez favoriser. Très, très concrètement, un petit parc avec des petits patchs fleuris, très rapidement, on va avoir des Lasioglossum morio, Lasioglossum malacorum qui vont revenir rapidement dans ce parc-là. Ce sont des espèces justement grégaires qui ont tendance à avoir des distances de dispersion journalières de 200 mètres. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Une dernière question.
Merci pour cet exposé très, très riche. Et c'est toujours une question qu'on se pose quand on est urbain. Qu'est-ce qui se passe dans les villes? Je voulais juste un petit commentaire sur l'urbanisation. C'est acté dans le schéma directeur de l'Île-de-France. La densification est actée, hein, de toute façon. Donc une famille de 4 personnes aura 300 mètres carrés à vivre, alors qu'actuellement on est à 600 mètres carrés. Donc ça c'est l'objectif. Voilà. Juste ce petit commentaire. J'ai une question par rapport à une autre pollution à laquelle on pense, enfin dont on ne parle pas souvent, c'est la pollution lumineuse. Nos amis suisses s'en préoccupent beaucoup. Quel est l'impact de la pollution lumineuse sur les hyménoptères en ville? Est-ce qu'on a une idée? J'ai pas de données là-dessus, dans le sens où la plupart du temps, les hyménoptères butinent à une certaine température et avec un ciel dégagé, sans vent, sans trop de nuages. Donc les pollinisateurs sauvages, les bombus terrestris commencent à 3 degrés selon les Anglais à butiner. À partir de à 3 degrés. À partir de 8 degrés, il y a une certaine activité qui se fait. La plupart du temps, ils s'orientent par la réflectance des fleurs au soleil pour pouvoir aller butiner. Donc cette réflectance-là, elle n'est pas aussi bien induite par la pollution lumineuse que par le soleil, forcément. Donc je pense que c'est négligeable. Par contre, il peut y avoir d'autres gradients confondants, comme la présence de métaux lourds, comme la présence d'autres particules le long d'un gradient d'urbanisation. Je pense au N13, au carbone radioactif, etc., etc. Bref. Oui. Raphaël Villers, apiculteur. Donc effectivement, la densification est inscrite partout. Dans un certain nombre de documents qui sont produits par nos élus, vous avez effectivement beaucoup de bonne volonté écrite sur du papier glacé pour développer la biodiversité, le développement durable, etc. Moi, je vous invite à regarder ce qui va être écrit dans les PLU de toutes vos communes, et en particulier l'article 13, dès lors que l'on parle des plantations dans les communes. Pour moi, le problème essentiel des abeilles, les miennes, c'est les domestiques, comme vous les appelez, ou c'est les sauvages, ça n'a pas d'importance, mais le problème essentiel, c'est la nourriture. Et la nourriture, c'est entre autres avoir des arbres, des plantes mellifères, pollinifères. Et obtenir qu'effectivement ce type de plantation se fasse dans les villes, ça veut dire qu'il faut commencer par convaincre les élus, mais pas de trop, mais c'est surtout les citoyens. Parce qu'un bon arbre, une bonne plante, ça ne doit pas avoir de racines qui vont gratter le réseau. Ça ne doit pas dépasser parce que les cyclistes, ça ne leur plaît pas, parce que c'est dangereux pour eux, semble-t-il. Ensuite, les feuilles, c'est extrêmement gênant parce qu'il faut les ramasser en fin de saison. Ensuite, ça tombe dans le jardin des voisins, donc ils n'aiment pas du tout que les feuilles tombent dans leur jardin. Ensuite, vous avez des fruits qui tombent, c'est très gênant aussi. Vous avez du nectar qui va tomber sur les voitures, c'est extrêmement gênant. Donc, quelque part, si on n'a pas de nourriture et si on nous la supprime, et c'est ce que font les élus parce qu'ils écoutent leurs citoyens, parce qu'un élu, c'est une espèce extrêmement peureuse. Donc, donc à partir de là, il met des plantes qui n'ont aucun intérêt, pollinifères et mellifères. Donc ça veut dire moins de nourriture pour les abeilles, les Apis mellifera, mais également pour les abeilles sauvages. Et donc, par contre, la densification est inscrite, hein, ça on n'y coupe pas. Donc après, c'est augmenter la nourriture pour les uns ou les autres. Sachant que les surfaces qui vont être disponibles vont être de plus en plus bétonnées, tassées, etc. Écoutez, je suis bien d'accord avec vous. Ce changement des mentalités, c'est à nous de l'imposer à nos élus également. Si les élus sont peureux, c'est à nous de leur faire entendre raison. Moi, je viens d'une famille bretonne issue d'agriculteurs et on m'a souvent raconté qu'il fallait une nature propre quand j'étais petit, qu'il fallait donc bien tailler les haies, ramasser les feuilles, etc., etc. Je pense que c'est en train de changer quand même. Il y a de plus en plus de gens qui ne voient pas cette nature, qui n'aiment pas ce mot propre pour la nature et qui aiment bien justement réensauvagiser les villes. Et je pense que c'est ce changement de mentalité qu'il faut faire. S'il y a un fruit pourri par terre, c'est pas très grave. Et si on doit laver notre pare-brise de temps en temps, c'est pas très grave non plus.
voilà.